Quand l'agent Claire Moreau arrêta cette vieille Renault Clio pour excès de vitesse dans une rue tranquille de Lyon, elle n'imaginait pas que cet homme aux yeux fatigués et à l'alliance au doigt allait changer sa vie. Thomas Dubois, 38 ans, regarda l'amende de 180 € avec la résignation de celui qui sait qu'il n'a pas cet argent. Puis Claire fit quelque chose de fou, quelque chose qui enfreignait tous les protocoles. Elle lui dit que s'il n'était pas marié, elle lui donnerait son numéro. Thomas leva les yeux, confus. L'alliance à son doigt était tout ce qui lui restait d'un mariage terminé en tragédie 3 ans plus tôt. Et cette phrase murmurée par une policière magnifique aux yeux verts allait déclencher une chaîne d'événements que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Parce que parfois, le destin se cache derrière une simple amende. Et parfois, les secondes chances arrivent quand on s'y attend le moins. C'était un mardi après-midi d'octobre, quand Thomas Dubois sortit précipitamment de l'hôpital pédiatrique, femme, mère, enfant. Sa fille Emma, 7 ans, avait eu une nouvelle crise d'asthme et il avait dû abandonner le chantier pour courir auprès d'elle. Maintenant, il était désespérément en retard pour récupérer son père âgé à la dialyse à l'hôpital Édouard Herriot, de l'autre côté de la ville. La Clio de 2008 filait sur le quai Victor-Augagneur, dépassant de 20 km la limite autorisée. Thomas le savait parfaitement, mais il n'avait pas le choix. Son père ne pouvait pas attendre. Emma était sous contrôle, mais encore terrifiée, et lui était complètement seul pour tout gérer. Quand il vit les gyrophares bleus dans son rétroviseur, son cœur s'effondra. Une amende était la dernière chose dont il avait besoin en ce moment. Pas seulement pour l'argent qu'il n'avait pas, mais pour le temps précieux qu'il allait perdre. Il se gara le long du trottoir d'un quartier résidentiel tranquille, avec de petites maisons aux jardins soignés qui appartenaient à un monde complètement différent de son studio à Vénissieux. L'agent qui descendit du véhicule de police était une femme. Grande, blonde, cheveux relevés en chignon impeccable, uniforme parfaitement repassé. Claire Moreau avait 34 ans et 10 ans de service dans la police nationale. Quand elle s'approcha de la vitre, ses yeux verts étudièrent l'homme au volant, avec cette expression que tous les policiers ont. Un mélange d'autorité professionnelle et de suspicion entraînée. Thomas lui tendit les papiers avec des mains qui tremblaient légèrement. Pas par peur de l'autorité, mais par la pure fatigue existentielle qui le consumait depuis des années. 3 emplois à temps partiel, une fille à élever seule, un père malade, des factures en retard qui s'accumulaient comme la neige en hiver. Claire étudia les documents avec attention. Thomas Dubois, 38 ans, résident à Vénissieux, permis propre jusqu'à ce moment précis. Elle regarda l'homme assis au volant et vit quelque chose qui la frappa immédiatement. Il avait le regard de celui qui porte le poids du monde sur ses épaules. Des yeux marrons fatigués mais gentils, des mains calleuses de travail manuel, et aux doigts une alliance qui brillait sous le soleil d'automne. Quand Claire lui demanda s'il savait à quelle vitesse il roulait, Thomas hocha la tête en admettant tout. Il expliqua brièvement qu'il était en retard pour récupérer son père à la dialyse après que sa fille avait eu une crise d'asthme. Puis il s'arrêta brusquement, réalisant l'inutilité de raconter sa vie à un flic. Les excuses ne changeaient rien. Une amende restait une amende, indépendamment des circonstances personnelles. Claire retourna au véhicule pour rédiger le procès-verbal. En 10 ans de service, elle avait développé un instinct presque infaillible pour reconnaître les menteurs des désespérés. Cet homme était désespéré. Ça se voyait dans la tension de ses épaules, dans les cernes profonds, dans la façon dont il serrait le volant comme si c'était la seule chose qui le maintenait ancré à la réalité. Pendant qu'elle rédigeait l'amende de 180 € pour excès de vitesse, quelque chose continuait à la déranger. Elle n'arrivait pas à se défaire de l'image de ses yeux fatigués. Elle avait vu des criminels endurcis, des dealers impitoyables, des escrocs professionnels. Mais cet homme n'était rien de tout ça. C'était juste quelqu'un qui essayait désespérément de maintenir une vie qui s'écroulait sous ses mains. Elle retourna à la vitre et lui tendit le procès-verbal. Thomas le prit sans dire un mot, le regarda avec la résignation de celui qui sait parfaitement que cette somme signifie sauter les courses d'une semaine entière, puis le mit dans la boîte à gants d'un geste mécanique.
Claire lui dit de conduire avec plus de prudence, se préparant à partir. Thomas la remercia d'une voix plate, sans savoir réellement pourquoi il la remerciait. Peut-être juste parce qu'elle n'avait pas été méchante, parce qu'elle ne lui avait pas fait la leçon sur la responsabilité et la sécurité routière qu'il avait entendue 1000 fois. Mais alors quelque chose de complètement fou se produisit. Quelque chose que Claire Moreau n'aurait jamais, en 1 million d'années, pensé faire dans toute sa carrière. Elle se retourna vers la vitre juste au moment où Thomas allait repartir. Les mots sortirent avant que son cerveau rationnel ne puisse les arrêter. Elle lui dit qu'elle ne devrait pas dire ce qu'elle allait dire, que c'était complètement contre tous les protocoles professionnels. Mais s'il n'était pas marié, elle lui donnerait son numéro personnel. Le silence qui suivit fut absolument assourdissant. Thomas la regarda comme si elle avait parlé dans une langue extraterrestre. Puis il suivit automatiquement son regard jusqu'à l'alliance à son doigt. Quand il dit d'une voix plate qu'il n'était pas marié, que sa femme était morte 3 ans plus tôt, Claire sentit son cœur s'arrêter complètement. Elle venait de faire la chose la plus inappropriée de toute sa carrière, et elle l'avait faite avec un veuf qui élaborait probablement encore son deuil. Claire rougit violemment, s'excusant à plusieurs reprises pour l'erreur et l'intrusion. Mais Thomas la regarda longuement, avec une expression qui n'était pas de la colère. Cette femme magnifique et sûre d'elle dans son uniforme semblait soudainement vulnérable et humaine. Elle avait vu quelque chose en lui, quelque chose qui l'avait poussé à enfreindre toutes les règles professionnelles qu'elle connaissait, et étrangement, Thomas n'était pas en colère. Il était profondément touché par ce geste fou et inapproprié. Avant de s'enfuir littéralement vers le véhicule avec le visage en feu, Claire lui dit rapidement que son numéro était sur le procès-verbal, écrit en bas à la main. Il pouvait appeler pour discuter d'un paiement échelonné via le commissariat. Ou, et là sa voix devint encore plus incertaine, il pouvait appeler son portable personnel. Seulement s'il voulait, évidemment. Puis elle courut sans regarder en arrière, laissant son collègue Renaud la fixer avec des sourcils levés et une perplexité évidente. Thomas resta assis dans sa Clio pendant 5 minutes pleines après que le véhicule de police fut parti. Il regarda le procès-verbal avec attention et trouva effectivement un numéro de portable écrit en bas avec une écriture délicate et féminine. Pour la première fois en 3 longues années depuis que Sophie était morte, Thomas Dubois sourit. Un sourire petit, confus, presque oublié. Il ne savait pas ce qu'il ferait avec ce numéro. Probablement rien, pensa-t-il. Mais savoir que quelqu'un, une femme magnifique aux yeux verts, avait vu en lui quelque chose qui valait la peine d'enfreindre toutes les règles professionnelles. Eh bien, ça signifiait quelque chose d'important. Quelque chose qu'il avait oublié pouvait encore exister dans son monde gris. 5 jours passèrent avant que Thomas trouve le courage de regarder ce numéro. L'amende traînait sur la table de la cuisine, entre les factures impayées et les dessins d'Emma. Chaque fois qu'il passait, ses yeux tombaient sur cette écriture délicate en bas de la page. C'était absurde. Un agent de police lui avait donné son numéro personnel, en lui mettant une amende. C'était inapproprié, probablement contre tous les règlements, et certainement la chose la plus étrange qui lui soit jamais arrivée. Mais c'était aussi la première fois en 3 ans qu'une femme montrait de l'intérêt pour lui. À 22h47, un vendredi soir, avec Emma au lit et son père rentré chez lui après la dialyse, Thomas écrivit un message simple. Il se présenta comme le type de la Clio, la remerciant d'avoir vu quelque chose en lui qui valait la peine. La réponse arriva après 23 minutes éternelles. Claire demanda des nouvelles d'Emma, se souvenant des détails de ce jour-là. Thomas fut frappé. Peu de gens prêtaient attention à sa vie compliquée. Cette conversation le poussa à raconter Sophie, l'accident, Emma qui n'avait que 4 ans et ne se souvenait presque de rien de sa mère. La réponse de Claire le toucha profondément. Elle lui dit qu'il était courageux, pas fort, pas qu'il faisait de son mieux, courageux. Personne ne le lui avait jamais dit. Quelque chose en lui se brisa, ou peut-être se recomposa. Des larmes qu'il ne versait pas depuis des mois brûlèrent ses yeux. Ils continuèrent à écrire jusqu'à 2 heures du matin. Elle raconta sa famille, les attentes élevées, la solitude,
Il parla de ses rêves perdus de devenir architecte, d'Emma qui dessinait des animaux partout, de son père qui refusait de se plaindre, même en souffrant. Le dernier message de Claire arriva alors que Thomas allait s'endormir. Elle le voyait encore, et elle aimait ce qu'elle voyait. 2 semaines de messages quotidiens passèrent avant que Thomas trouve le courage de lui demander de se voir. Un café simple, rien de formel qu'il ne pouvait pas se permettre. Ils se rencontrèrent dans un petit café près de la place Bellecour, un samedi matin. Il avait laissé Emma avec son père, qui insistait pour pouvoir s'occuper de sa petite fille pendant quelques heures. Claire arriva en civil et Thomas faillit ne pas la reconnaître. Jean, pull couleur crème, cheveux détachés sur les épaules. Sans uniforme, elle semblait plus jeune, plus accessible, encore magnifique, mais d'une manière moins intimidante. Ils s'assirent près de la fenêtre. Le café sentait bon le café et les croissants chauds. Après un moment de gêne initiale, tous deux admirent que la situation était étrange. Thomas confessa qu'il n'était pas allé à un rendez-vous depuis des années. Quand Claire dit rapidement que ça ne devait pas forcément être un rendez-vous, il la surprit en disant fermement qu'il voulait que ça en soit un. Ils parlèrent pendant près de 4 heures. Le café refroidi, ils en commandèrent un autre. Thomas raconta les nuits blanches quand Emma pleurait pour sa mère, qu'elle ne se rappelait pas, la peur de ne pas être assez bien, la culpabilité des moments où il voulait juste fuir. Claire écouta sans juger. Elle raconta sa relation terminée mal, la pression familiale, la solitude de rentrer chez elle auprès d'un chat nommé commissaire qui jugeait ses choix. Thomas rit si fort que d'autres clients se retournèrent. Quand ils quittèrent le café, le soleil se couchait. Sur le chemin, Claire hésita et lui demanda directement s'il était prêt pour quelqu'un de nouveau dans sa vie. Elle ne voulait pas être celle qui le pousserait dans quelque chose pour lequel il n'était pas prêt. Thomas répondit avec honnêteté. Il ne savait pas s'il était prêt. Peut-être ne le serait-il jamais complètement. Mais il savait une chose, quand il parlait avec elle, il se sentait à nouveau Thomas, pas juste un père ou un veuf. Il avait oublié à quel point c'était bon. Claire dit qu'il pouvait y aller doucement. Ils se séparèrent avec une étreinte douce. Ce soir-là, Emma remarqua que son père souriait. Quand elle lui demanda pourquoi il était heureux, Thomas lui expliqua qu'il avait rencontré une amie spéciale. Emma, avec la sagesse des 7 ans, lui dit qu'il était triste depuis trop longtemps et que c'était bien s'il arrêtait de l'être. Avec cette bénédiction innocente, Thomas sentit quelque chose en lui, gelé depuis 3 ans, commencer enfin à dégeler. 2 mois plus tard, Thomas et Claire se voyaient régulièrement. Rien d'officiel. Thomas n'était pas encore prêt à présenter Claire à Emma comme la copine de papa. Mais des cafés, des promenades, des messages nocturnes. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Claire comprenait ses limites, ne faisait pas pression, ne se plaignait pas quand il devait annuler au dernier moment. Le vrai test arriva un mardi après-midi. L'appel que tout parent redoute. L'école. Emma avait eu une crise d'asthme gravissime pendant le sport. L'ambulance arrivait déjà. Thomas sortit en courant du chantier et conduisit comme un fou vers l'hôpital femme-mère-enfant. Le téléphone sonna. Claire. Il dit brusquement qu'Emma était à l'hôpital. Elle demanda lequel. Femme-mère-enfant. La ligne se coupa. Quand il arriva, Emma était déjà aux urgences. Une infirmière l'arrêta gentiment. Sa fille recevait des soins, le médecin sortirait bientôt. L'attente fut une agonie. 10 minutes qui semblèrent des heures. Thomas marchait de long en large, les mains tremblantes, visualisant tous les pires scénarios. Pas Emma. Il ne pouvait pas la perdre aussi. Une voix l'appela. Claire était là, encore en uniforme. Elle avait dû sortir du service en courant. Elle le serra fort, et Thomas réalisa qu'il tremblait. Il s'appuya contre elle, se permettant de ne pas être fort un instant. Le médecin sortit. Emma allait bien. Crise sérieuse, mais respiration stabilisée. Il la garderait en observation cette nuit. Thomas faillit s'effondrer de soulagement. Emma était pâle mais éveillée, un tube d'oxygène au nez. Quand elle vit son père, ses yeux se remplirent de larmes. Thomas courut vers elle en lui murmurant qu'il était là, que tout allait bien, qu'elle avait été courageuse.
Emma confessa qu'elle avait eu peur. Claire était restée à la porte. Mais Emma la remarqua. Elle demanda qui était cette dame. Thomas se retourna. C'était le moment. Il présenta Claire comme quelqu'un de très spécial pour papa. Emma étudia Claire sérieusement, puis demanda si c'était la policière dont papa parlait toujours. Claire rit en demandant comment elle le savait. Emma révéla avec un sourire que papa parlait d'elle quand il pensait qu'elle n'écoutait pas. Claire s'approcha, demanda la permission et s'assit. Elle dit à Emma que les crises d'asthme étaient terribles, raconta que son frère en avait petit mais était devenu pompier maintenant. Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Ils passèrent la soirée ensemble comme une famille improvisée. Claire prit de la nourriture à la cafétéria, des sandwichs terribles qu'ils mangèrent en faisant semblant qu'ils étaient bons. Elle raconta des histoires amusantes qui firent rire Emma. Quand la petite s'endormit, Thomas et Claire restèrent assis en silence. Thomas la remercia d'être venue. Claire dit qu'elle voulait être là. Thomas observa qu'Emma l'appréciait. Claire confessa qu'elle était terrifiée, qu'elle ne savait pas comment faire partie de la vie d'un enfant. Thomas admit qu'il était terrifié tous les jours, mais la voir là le faisait se sentir moins seul, et ça comptait énormément. Ils s'embrassèrent pour la première fois là, dans la chambre semi-obscure, avec Emma qui dormait près d'eux. Ce fut doux et plein de promesses. On essaiera de faire marcher ça, ensemble. Les mois suivants furent un processus délicat de construction. Claire commença à passer plus de temps avec Thomas et Emma. D'abord juste des visites occasionnelles, puis des dîners, puis des week-ends entiers. Emma s'attacha rapidement à Claire, surtout après qu'elle l'eut emmenée au commissariat pour une visite privée qui laissa la petite bouche bée. Le père de Thomas, Jean Dubois, fut plus difficile à convaincre. C'était un homme à l'ancienne, méfiant. Mais quand Claire commença à venir avec eux aux séances de dialyse, s'asseyant avec le vieil homme pendant que Thomas travaillait, lui apportant le journal et jouant aux échecs avec une patience infinie, même lui commença à s'adoucir. Un soir, Jean dit à Thomas quelque chose d'incroyablement significatif. Il commenta que Claire était une bonne fille. Puis il ajouta d'une voix brisée par l'émotion que Sophie l'aurait aimée. C'était la première fois que Jean mentionnait Sophie en relation avec Claire. Thomas sentit les larmes lui brûler les yeux. Mais tout n'était pas facile. Il y avait des moments terriblement difficiles. Des nuits où Thomas se réveillait en panique, se sentant terriblement coupable d'être heureux. Des moments où Emma avait des cauchemars terribles et voulait désespérément juste son père. Des moments où Claire se sentait complètement déplacée, inadéquate, incapable de rivaliser avec le fantôme parfait d'une femme morte. Le vrai tournant arriva exactement 6 mois après leur première rencontre. C'était l'anniversaire de la mort de Sophie. Thomas emmenait toujours Emma au cimetière ce jour-là. Une tradition douloureuse mais nécessaire pour tous les deux. Il n'avait absolument rien dit à Claire à propos de cette journée particulière, mais elle avait parfaitement compris par son silence lourd, sa distance émotionnelle les jours précédents. Ce matin-là, quand Thomas et Emma allaient repartir vers le cimetière, ils trouvèrent Claire qui attendait dehors avec un magnifique bouquet de fleurs blanches dans les mains. Elle demanda simplement si elle pouvait venir avec eux. Elle précisa qu'elle n'était pas obligée, que s'ils voulaient être seuls en famille, elle comprendrait parfaitement, mais qu'elle voulait être là pour eux, si c'était d'accord. Thomas la regarda longuement, chargé d'émotion. Puis il hocha la tête, complètement incapable de parler. Au cimetière, Emma courut en avant vers la tombe de sa mère avec l'énergie naturelle des enfants. Thomas et Claire marchèrent beaucoup plus lentement derrière elle, main dans la main. Claire admit à voix basse qu'elle ne savait pas quoi dire. Aux tombes, aux gens morts. Elle n'avait jamais fait ça pour quelqu'un qui comptait pour quelqu'un qu'elle aimait profondément. Thomas s'arrêta complètement. Il lui demanda directement si elle l'aimait vraiment. Claire rougit violemment, mais maintint courageusement son regard fixé dans ses yeux. Elle dit oui. Elle admit qu'elle ne voulait pas le dire exactement comme ça, pas ce jour particulier. Mais c'était la vérité absolue. Elle l'aimait, et elle aimait Emma. Et elle savait parfaitement que c'était compliqué et effrayant et peut-être même trop tôt. Mais c'était quand même la vérité la plus vraie qu'elle connaissait. Thomas l'embrassa là même, entouré de tombes et de cyprès séculaires, sous le ciel gris de mars. Il l'embrassa comme si elle était de l'oxygène pur,
et qu'il se noyait lentement. Il l'embrassa avec toute la douleur, la peur, l'espoir désespéré et l'amour qu'il avait accumulé pendant des mois sans savoir comment l'exprimer. Il murmura contre ses lèvres qu'il l'aimait aussi et que ça lui faisait terriblement peur. À la tombe de Sophie, Thomas fit quelque chose d'extraordinairement difficile. Il présenta formellement Claire à sa femme décédée. Ça semblait absolument absurde de parler à une pierre froide, mais il le fit quand même d'une voix tremblante. Il dit à Sophie que c'était Claire, qu'elle était importante pour lui, pour eux. Il admit que c'était étrange, probablement mal d'une certaine façon. Peut-être que Sophie se sentait trahie ou en colère de là-haut. Mais il promit solennellement que personne n'oublierait jamais Sophie. Emma lui parlait chaque nuit avant de dormir, lui portait encore leur alliance, mais il avait besoin de revivre, et Claire l'aidait à le faire. Il espérait désespérément que Sophie puisse comprendre. Emma prit spontanément la main de Claire à ce moment-là. Elle dit avec une certitude absolue que maman aurait voulu que papa soit heureux, qu'elle le lui avait dit personnellement. Quand Claire demanda confuse, quand elle le lui avait dit, Emma répondit avec la simplicité désarmante des enfants que parfois maman venait la voir dans ses rêves. Elle lui disait que c'était bien d'être heureux à nouveau, que l'amour vrai ne finit jamais, il grandit seulement et se transforme. Thomas s'effondra émotionnellement à ce moment, pleurant comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Claire et Emma l'embrassèrent immédiatement, 3 personnes se tenant serrées ensemble parmi les pierres tombales et les fleurs fanées, construisant péniblement quelque chose de nouveau et de beau, des ruines dévastatrices de la douleur la plus profonde. 1 an exactement après cette amende absurde qui avait complètement tout changé, Claire Moreau et Thomas Dubois se marièrent dans une cérémonie petite et intime à l'hôtel de ville de Lyon. Emma était leur demoiselle d'honneur avec une robe blanche qu'elle avait choisie personnellement avec enthousiasme. Jean Dubois, maintenant plus stable grâce à un nouveau traitement expérimental, accompagna Claire à l'hôtel puisque son père était mort 2 ans plus tôt dans un accident. Ce ne fut absolument pas un conte de fées parfait de film romantique. Thomas travaillait encore trop dur. L'argent était encore incroyablement serré, l'asthme d'Emma nécessitait encore des visites d'urgence impromptues. Mais maintenant, il y avait 2 personnes pour partager cette charge impossible. 2 personnes qui se réveillaient chaque matin, l'une à côté de l'autre, et affrontaient le monde ensemble, main dans la main. Claire avait fait encadrer cette amende, l'amende complètement absurde et inappropriée qui avait commencé tout. Elle l'avait accrochée dans leur salon comme une œuvre d'art. Thomas disait toujours en riant que c'était les 180 € les mieux dépensés de toute sa vie. Le jour du mariage, pendant qu'ils dansaient leur première danse officielle avec Emma, qui sautillait joyeusement entre eux, Claire murmura à l'oreille de Thomas quelque chose qui le fit rire. Elle le remercia d'avoir dépassé la limite de vitesse ce jour chanceux. Thomas rit, ce rire plein et libre et complètement heureux qu'il avait retrouvé ces derniers mois. Il la remercia de l'avoir arrêté exactement quand il en avait besoin. Emma, maintenant 8 ans, raconte avec fierté à quiconque veut l'écouter comment ses parents se sont rencontrés. Elle explique que papa roulait trop vite et Claire l'a arrêté. Et puis ils sont tombés amoureux parce que, comme elle dit toujours avec une sagesse d'adulte, parfois il faut ralentir dans la vie pour trouver exactement ce qu'on cherche depuis toujours. De la bouche innocente d'un enfant, la sagesse la plus vraie et profonde qui existe. Parce que parfois les choses les plus belles et importantes dans la vie commencent de la façon la plus absolument inattendue et apparemment aléatoire. Parfois la bonne personne arrive exactement quand on s'y attend le moins, déguisée de façon improbable en agent de police avec un carnet d'amendes à la main. Parfois le courage dévastateur de rouvrir son cœur après une perte qui vous a presque détruit mène à un amour encore plus profond et conscient, précisément parce qu'il connaît intimement le prix terrible de la fragilité humaine. Et parfois, seulement parfois, une simple amende de 180 € et une phrase complètement inappropriée prononcée sans réfléchir est exactement ce dont vous avez besoin pour sauver votre vie qui coule, pour vous rappeler que vous méritez d'être heureux à nouveau, pour vous montrer que l'amour vrai ne remplace pas ce qui était avant mais s'ajoute, s'étend, se multiplie de façon que vous n'auriez jamais imaginé possible,
Comme Emma l'a dit avec cette sagesse que seuls les enfants possèdent, l'amour vrai ne finit jamais vraiment. Il grandit seulement et se transforme en quelque chose d'encore plus beau. Mais, si tu crois aux secondes chances et aux amours qui arrivent quand on s'y attend le moins, commente en nous racontant. As-tu déjà eu une rencontre fortuite qui a complètement changé ta vie? Partage cette histoire avec ceux qui ont besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer à vraiment aimer. Abonne-toi pour plus d'histoires qui démontrent comment les moments les plus ordinaires peuvent mener aux transformations les plus extraordinaires. Parfois le destin travaille de façon absolument mystérieuse. Parfois une amende n'est que le début de quelque chose de magnifique. Parfois la personne qui t'arrête sur la route est exactement celle qui t'aidera à continuer le voyage le plus important. Et parfois l'amour le plus profond et durable est celui qui connaît intimement la douleur, la respecte sans la juger et choisit quand même courageusement de construire quelque chose de nouveau sans jamais effacer ce qui était avant. Parce que l'amour vrai ne remplace pas, il s'ajoute et se multiplie. Comme Emma l'a dit, l'amour ne finit jamais, il grandit seulement.